Bienvenue dans le dernier Pourquoi c'est génial sur la trilogie Harry Potter, car aujourd'hui nous parlons du prisonnier d'Azkaban de Alfonso Cuarón. Ça fait du bien de dire Alfonso Cuarón quand même. Je pense que c'est assez incontestable parmi les fans, mais le troisième épisode d'Harry Potter est le Harry Potter le mieux réalisé de la saga. Harry Potter 3 a la chance d'être le film de transition entre l'enfance et l'adolescence. Il va représenter la période sombre où l'enfant cherche son identité pour devenir un adulte. Cette période sombre va être ressentie dès les premières scènes où on voit un changement clair et net de couleurs, décors, objets et choix de personnages. Le premier travail est fait sur les décors. Les décors sont lugubres et composés uniquement de gris, marron, bleu foncé ou noir. On ressent une vraie froideur des décors, surtout quand ceux-ci deviennent littéralement froids. Même l'introduction de Poudlard est faite dans le noir et sous la pluie. La lumière est toujours moins présente que l'obscurité. Et lorsqu'il y a de la lumière, les personnages préfèrent en être cachés. Cela fonctionne de la même manière en plein jour où les nuages vont cacher les rayons du soleil. Pour les objets, c'est plus la présence de livres mangeurs de chaussures ou de journaux de recherche de criminels qui participent à l'aspect lugubre du film. On pourra aussi y ajouter le fameux épouvantard qui utilise la peur des gens. Et pour les personnages, on est sur des éléments classiques du cinéma d'horreur. Les rats, les loups-garous, les bossus, les pièces voodoo, les griffons, l'équivalent de spectres, et même un bourreau. Juste dans les choix visuels, nous sommes sur l'opus le plus sombre de la saga. Évidemment, la thématique principale du film est la peur, et toutes les thématiques annexes tournent autour. Ce qui est intéressant dans le film est la manière dont la peur est décrite par les procédés magiques pour parler de procédés réels. Harry Potter a peur de son futur. Il a peur de grandir, et en général, quand on a peur de grandir, on se dirige vers les gens qui nous ont fait grandir, nos parents. Malheureusement, Harry Potter n'a pas eu la chance d'en avoir. Sa motivation principale est de rechercher ses réponses sur son héritage et sur sa famille. C'est par exemple le manque de gardiens qui l'empêche de quitter Poudlard pour visiter le village d'à côté. Il cherchera inconsciemment durant tout le film une présence paternelle qu'il pensera trouver chez Lupin, mais qui se concrétisera uniquement avec Sirius Black qui lui propose de devenir son gardien légal. Mais le film va aller encore plus loin. C'est devenu compliqué, mais en gros, Harry voit tous les gens autour de lui avoir peur de choses bien distinctes et quantifiables. Hermione a peur de ne pas pouvoir assister à tous les cours, Ron a peur des araignées, Lupin de la lune. Harry se retrouve lui à avoir peur de quelque chose d'invisible et de métaphysique. C'est pour cela qu'Harry a peur des détraqueurs. Leurs capacités magiques volent l'âme et font souvenir aux victimes des mémoires horribles. Leur présence quantifie les peurs de Harry, son passé et son identité. Il n'a pas peur des détraqueurs pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils symbolisent. L'âme est considérée comme l'identité de quelqu'un et vos parents sont le passé. C'est pour cela que le troisième film est mon préféré de la saga. C'est un rite initiatique. Harry fugue et cherche un nouveau foyer. Il comprend très vite que sans support parental, la vie est plus difficile que prévu. Tout le film, il essaie de se débrouiller pour faire face à toutes les punitions causées par son manque de parents. C'est pour cela qu'il visite le village avec sa cape d'invisibilité. Les détraqueurs sont le défi de son adolescence. Plus Harry en apprend sur son passé et lui-même, plus il arrive à les combattre. Les premières fois, n'ayant rien appris sur lui-même ou ses parents, il échoue. Connaissant la vérité sur ses parents et Sirius Black, il arrive à faire face. Mais c'est uniquement lorsqu'il se fait confiance et qu'il se détache de son passé et assume son identité qu'il arrive à les vaincre. C'est pour ça que j'aime ce film. Il te met face aux gros problèmes de la jeunesse. Grandir, se responsabiliser et assumer son passé et son identité. Par contre, faut quand même commencer à parler d'Alfonso Cuarón. Tu remarques dès le début que c'est un autre réalisateur qui s'occupe du film et la première raison est la lumière. La toute première scène joue sur les différentes lumières jusqu'à en jouer sur l'apparition du titre lui-même. La recherche de la lumière est le cœur du récit. Dumbledore est le premier à conseiller aux élèves d'allumer une lumière lorsqu'ils sont tristes ou dans le besoin. Alfonso Cuarón et Michael Cerasin, le directeur photo, jouent beaucoup sur les lumières et principalement sur leur signification. Le film veut cacher toute source de lumière le plus possible. Les seuls rayons du soleil sont observés lors des moments les plus libérateurs du film, tels que la chevauchée de l'hippogriffe par Harry. Les seules lumières du soleil distinctement visibles sont filtrées par la lune et celle-ci a un effet négatif. La lune dans le film est nocive pour le personnage de Lupin et tous les gens autour. On sait que l'obscurité est le grand ennemi du film, donc il est tout à fait logique qu'elle soit symbolisée par la lune, icône de la nuit. En parallèle à ça s'ajoute le contraste de la lumière qu'on a cité précédemment. Pour vaincre ses adversaires, il faut allumer une lumière et ceci est souligné par plusieurs scènes mais plus principalement par l'expecto patronum. Ce n'est pas une coïncidence si le pouvoir à maîtriser dans ce film est une énorme lumière qui terrasse les adversaires de Harry. C'est ce que Cuarón a très bien compris et utilisé d'une manière pertinente dans le film. Que ce soit entre les nombreux plans larges où la lumière est très peu présente comme dans le combat final, ou durant les scènes les plus intimes où on utilise une lumière artificielle qui m'impressionne encore aujourd'hui. La lumière de la baguette, surtout dans la scène du couloir, est magnifique. Mais Alfonso Cuarón a su être le réalisateur le plus créatif de la saga, que ce soit par les idées de cadrage et de mise en scène, ou par ses nombreux mouvements de caméra qui font de lui le réalisateur qu'il est aujourd'hui. Je ne vais pas lui attribuer tout le mérite car le scénario et les effets spéciaux jouent beaucoup, mais quand on
voit une scène telle que le rétrécissement du bus, je ne peux qu'aimer le travail de ce film. Je n'arrive même pas à vous dire si ce passage est fait en 2D, 3D ou un mélange des deux. Et des bonnes idées, il y en a plein. J'aime beaucoup l'idée de l'épouvantail et la manière dont celui-ci a le droit à son propre point de vue pendant moins d'une seconde, comme s'il représentait une entité réelle. Encore une fois, il y a une vraie volonté de casser et changer les codes de la saga en montrant Poudlard d'une manière plus lugubre et sous la pluie. De même pour le Quidditch qui passe d'un moment festif à un vrai défi à cause des intempéries. On se concentre aussi sur les décors à cause de la présence des détraqueurs. Ils gèlent tout sur leur passage, le train, les plantes, le balai de Harry et le lac. Ils jouent sur l'attente des spectateurs et le fait de les voir apparaître. Et Quaron a même joué sur ça durant le match de Quidditch. Un parapluie ressemblant aux détraqueurs passe devant Harry pour juste après montrer aux spectateurs le vrai spectre. Ça ne dure même pas une seconde, mais c'est assez pour que nous le remarquions, mais pas Harry. En ce qui concerne les formes, Quaron aime beaucoup les reflets et ce qui est en lien direct avec la thématique de l'identité et de la recherche de soi. Harry observe son reflet plusieurs fois dans le film, mais les deux moments qui m'intéressent sont celui à dos d'hippogriffe, où il s'observe libre, et l'autre reflet qui m'intéresse n'est même pas physique. Nous sommes autour d'un lac, un endroit où Harry aurait pu s'observer dans l'eau, mais ce qu'il n'observe n'est pas son reflet dans l'eau, mais son reflet de lui dans le futur. Quaron adore ces symboles. Il atmosphérise le film grâce à plusieurs choix très efficaces. Beaucoup de scènes sont sans musique. Les thématiques qui servent de foreshadowing sont très crues. On parle de la volonté ou la punition d'être ce que nous sommes avec Lupin qui est maudit d'être un loup et de Sirius qui décide de le devenir. Sur l'un, on force l'identité alors que l'autre la contrôle. Lupin et Sirius sont antithétiques. Le voyage dans le temps participe aussi à rajouter du poids et de la froideur au monde. Il est très simple à comprendre principalement grâce à l'editing, mais il a une attitude assez perverse et non pardonnable. Pour terminer sur Quaron, il faut admettre que c'est quelqu'un d'inventif. Son utilisation des plans séquences rend des scènes plus vivantes et plus engageantes, surtout quand il s'agit de la scolarité de Poudlard et des étudiants. Mais il a aussi des moments de pure efficacité. Lors du premier voyage dans le temps de Harry et Hermione, Quaron décide de conclure la scène en traversant une énorme horloge pour montrer le changement du temps. Et franchement, niveau créativité, avec des séquences de ce type-là, on ne peut que remercier Quaron. À mes yeux, Le Prisonnier d'Azkaban est un très bon film avant d'être un Harry Potter. On n'est plus vraiment dans la recherche de la magie ou dans la lutte contre Voldemort. Là, on est dans un film de cinéma, accompagné par la vision d'un auteur qui raconte l'histoire d'un garçon qui ne sait pas qui il est et qui doit faire face à de nombreux défis afin de grandir, trouver son identité et s'affranchir de son tumultueux passé. Les 2h20 racontent une seule et unique intrigue sans s'attarder sur des petits détails ou sur le développement d'anciens personnages. On se concentre uniquement sur Harry et sur tous ceux qui ont un lien avec ses parents. Cette vision froide et presque poétique à certains moments rendent ce film tout à fait génial. Merci Alfonso Cuarón. Comme d'habitude, pensez à me suggérer un prochain pourquoi, c'est génial. Si vous aimez ce genre de vidéos, partagez, likez, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. Pensez à soutenir gratuitement la chaîne grâce au lien dans le commentaire épinglé et dans la description. Pensez à me suivre sur Instagram pour des critiques exclusives. Si vous voulez un t-shirt, il y a 15% de réduction avec le code AirGorilla sur pampling.com. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.